Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'épreuve de droit social du CRFPA de 2020. Pour cela, jetons un premier regard sur cette épreuve, avant d'évoquer les 5 points sur lesquels les candidats devaient faire preuve de la plus grande vigilance, points sur lesquels vous devez, si vous tentez cette épreuve pour l'avenir, également faire preuve de la plus grande vigilance. Et enfin, j'évoquerai sur le fond quelques éléments de correction. Alors d'abord, premier regard sur cette épreuve 2020. D'abord, elle se compose de 2 cas distincts qui sont bien repérés dans l'énoncé. Un premier cas noté sur 14 points qui en réalité se compose de 2 questions distinctes et un deuxième cas noté sur 6 points. Alors, c'est une épreuve de droit du travail. Les thèmes du programme relèvent du droit des relations dites individuelles de travail, avec une question sur le contrôle de l'activité des salariés, un système de géolocalisation dans cette affaire, et une question relative à la requalification d'une situation juridique en contrat de travail. Et puis le deuxième cas pratique concernait un sujet dit de relations collectives de travail, et plus spécifiquement une question relative à la candidature aux élections professionnelles dans l'entreprise. Alors, cette épreuve se compose de questions classiques, de sujets assez classiques, généraux, de droit du travail, mais aussi de questions d'actualité qui nécessitaient des connaissances sur des arrêts récents rendus par la Cour de cassation. Alors attention, le candidat doit faire preuve de vigilance sur 5 points. D'abord, il doit faire preuve d'une rigueur dans son raisonnement juridique, d'une rigueur dans la mobilisation de ses connaissances. Il doit aussi faire preuve de la plus grande inventivité juridique, tout en étant bien sûr rigoureux, de certaines qualités rédactionnelles, et enfin, il doit veiller à la gestion du temps. Rigueur du raisonnement, attention, vous devez lire les faits de manière extrêmement attentive, décrypter les faits, et ensuite identifier les bonnes questions de droit sous-jacentes à ces situations factuelles. Et puis ensuite, bien sûr, mettre en œuvre le syllogisme juridique, c'est-à-dire compte tenu des faits, eh bien, cela implique l'application de telle ou telle règle de droit, ce qui va entraîner telle ou telle conséquence. Bien sûr, ce syllogisme n'est pas nécessairement mécanique, puisque vous pouvez avoir à discuter tantôt de l'interprétation des faits, qui peuvent être imprécis dans l'énoncé, tantôt de l'interprétation d'une règle de droit, qui elle aussi peut faire l'objet d'une certaine imprécision, en tout cas d'une certaine amplitude interprétative. Et puis enfin, on attend de vous une conclusion avec la ou les solutions possibles. Donc rigueur du raisonnement, mais aussi bien sûr rigueur des connaissances. Au fond, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne majeure? Eh bien, vous devez mobiliser des fondements juridiques bien sûr pertinents, c'est-à-dire adaptés à la question de droit que vous formulez, des fondements suffisants, c'est-à-dire qui vont permettre de répondre à votre question de droit. Faut-il viser l'exhaustivité des fondements? En tout cas, essayer de l'atteindre, même si on n'est jamais exhaustif, mais en tout cas essayer de dénoncer l'ensemble des règles de droit qui sont pertinentes pour la résolution de la question. Les faits doivent être précisément exposés, ce qui suppose de votre part une rigueur dans la compréhension, dans l'étude d'une règle de droit, d'un texte de loi, d'une jurisprudence, et dans la façon de restituer cette règle dans votre copie. Des fondements qui sont ordonnés, puisqu'on attend de vous aussi une présentation bien sûr claire et ordonnée de ces différentes règles de droit, technique notamment de l'entonnoir, en commençant par la règle de droit la plus générale dans son amplitude, ou en tout cas la règle de droit qui a le niveau hiérarchique peut-être le plus élevé, et puis enfin, pour terminer bien sûr vers la règle de droit la plus précise, et puis enfin des fondements juridiques actualisés, puisqu'il est important dans cette épreuve du CRFPA d'avoir connaissance des arrêts récents de la Cour de cassation, en général
les arrêts qui sont attendus sont des arrêts qui relèvent de l'année précédant l'épreuve, voire des 2 années précédant l'épreuve, voire de l'année de l'épreuve. Donc attention à bien couvrir dans votre travail de préparation de l'épreuve, de bien couvrir cette période pour avoir des fondements suffisamment actualisés. Rigueur également donc des connaissances, mais aussi inventivité. Inventivité du candidat qui doit ici répondre à une consultation juridique. Ce n'est pas simplement un cas pratique, un cas pratique, mais c'est une consultation juridique dans laquelle vous devez proposer des solutions, en général à l'employeur. Jusqu'à présent, les épreuves du CRFPA de droit social concernaient une consultation à destination d'un employeur. Donc, vous devez lui donner des conseils ingénieux. Par exemple, vous pouvez lui conseiller la négociation d'une rupture conventionnelle, la négociation d'une transaction si le contrat a déjà été rompu, etc. Donc en tout cas, vous devez ici faire preuve d'inventivité, ça fait partie des éléments attendus. Quatrième point, attention bien sûr à la qualité rédactionnelle, c'est-à-dire non seulement à la précision terminologique, vous devez utiliser les bons termes juridiques, mais aussi attention à l'orthographe, à la syntaxe, bref, à votre expression écrite évidemment, et puis aussi vous devez rendre une copie lisible, claire, agréable à lire pour le correcteur. Enfin, attention à la gestion du temps, c'est souvent le principal ennemi du candidat. Vous devez pour cela, lorsque vous lisez le sujet, vous devez évaluer le temps imparti à chaque question et ensuite vous astreindre à respecter ce temps, quitte à changer de question, à changer de copie et à vous laisser un petit peu de marge pour pouvoir terminer le précédent cas pratique que vous n'auriez pas eu le temps de terminer. Donc attention à la gestion du temps, attention pendant l'épreuve aux pertes de temps. Certains candidats qui vont passer leur temps à chercher des fondements dans leur code, et bien nécessairement c'est autant de temps perdu pour avoir une copie nourrie avec les qualités que nous sommes en train de décrire. Donc attention à la façon dont vous gérez le temps. Alors, quelques éléments maintenant de correction sur l'épreuve elle-même. Alors, c'est toujours la même chose. Vous avez une petite histoire, une présentation d'une entreprise, ici le restaurant de chez soi, le chef d'entreprise, Monsieur Jérémy, que vous devez conseiller, donc vous êtes en charge de ses affaires juridiques, entreprise de 87 salariés répartis sur 2 sites parisiens, et donc le chef d'entreprise sollicite vos conseils. Donc, alors, nous allons revenir sur chacune des 2 grandes questions de ces 2 cas pratiques, l'un sur 14 points, l'un sur 6 points. Évidemment, vous avez le barème qui vous sert également pour donc déterminer le temps imparti à chaque question. La première question étant notée sur 14 points, vous vous doutez qu'il va falloir passer peut-être les 2 tiers du temps à cette question. Première question qui concerne les revendications de salariés et d'auto-entrepreneurs, et deuxième question qui concernait la régularité des listes de candidats aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique. Alors, première question, nous apprenons que l'employeur fait face à des revendications de travailleurs. D'abord, revendications de salariés qui portent sur un système de géolocalisation qui a été mis en place. Revendications aussi tout particulièrement d'un auto-entrepreneur, même si l'entreprise a recours à plusieurs auto-entrepreneurs, un auto-entrepreneur donc qui demande la requalification de son contrat en contrat de travail. Alors d'abord, s'agissant des salariés, nous apprenons que l'employeur a mis en place un système de géolocalisation, mais que les salariés se sentent espionnés, selon le terme d'un délégué syndical. Alors ils ne font pas grève, mais ces salariés en charge de la livraison de repas en voiture, ils vont débrancher le système de géolocalisation. Alors, l'employeur, bien sûr, considère qu'il n'y a pas lieu ici d'invoquer le droit à la vie privée. Il considère également
qu'il a régulièrement consulté les élus sur la mise en place de ce système et qu'il a alerté chaque salarié du système mis en œuvre. Donc pas de problème pour l'employeur, mais un élu présente à l'employeur malgré tout une demande visant à abandonner ce système de géolocalisation. Alors, nous avons ici deux questions qui se dégagent. Bien sûr, la question qui est sous-jacente, c'est de savoir si les salariés qui refusent ici de se soumettre à ce système de géolocalisation commettent une faute. Et pour savoir si les salariés refusant la mise en œuvre de ce système de géolocalisation à leur égard commettent une faute, eh bien, il va falloir se poser d'autres questions. En particulier, est-ce que l'employeur a régulièrement informé les salariés préalablement à la mise en place de ce système? Et puis également, est-ce que la mise en place de ce système pour contrôler l'activité de ces salariés était justifiée? Alors, d'abord, sur la mise en place de ce système de géolocalisation, est-ce que l'employeur a valablement, régulièrement informé les salariés préalablement à la mise en place de ce système? Il était donc, je crois, attendu ici un rappel du principe de transparence qui est double. D'une part, l'employeur qui met en place un système de contrôle de l'activité des salariés doit en informer préalablement et consulter préalablement le CSE, article L 2312-38, mais aussi chaque salarié concerné, article L 1222-3, information préalable de chaque salarié sur les méthodes et techniques d'évaluation, L 1222-4, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Principe de transparence qui a été un petit peu modifié par le RGPD, que vous connaissez sans doute, puisque désormais, il n'y a plus de déclaration à la CNIL, mais une information des salariés sur la finalité du traitement. Et là, vous pouviez évoquer quelques dispositions du RGPD sur la nécessité d'informer les salariés sur l'identité du responsable, sur les finalités poursuivies par un dispositif éventuel de traitement des données, les destinataires de ces données, la durée de conservation, le droit d'opposition de chaque salarié, le droit d'accès et de rectification de chaque salarié. Bref, vous pouviez, en quelques lignes, sans trop perdre de temps, rappeler l'encadrement posé par le RGPD sur la collecte et le traitement de données par l'employeur, données qui seraient des données personnelles. Alors, en l'espèce, manifestement, l'employeur aurait régulièrement consulté les élus, mais attention, il les a consultés, mais les a-t-il consultés préalablement à la mise en œuvre de ce système? Et puis, l'employeur aurait alerté chaque salarié du système mis en œuvre. Alors, est-ce qu'il a vraiment précisément informé chaque salarié sur la méthode, la technique, et préalablement à la mise en œuvre de son système? En tout cas, première interrogation. Deuxième interrogation, vous pouviez aussi analyser, et je pense que c'était évidemment attendu, la question de savoir si la mise en place de ce système de géolocalisation pour contrôler l'activité de ces salariés, qui sont des livreurs de repas en voiture, était justifiée. Cela renvoie à un principe de pertinence. Alors les fondements sont nombreux. Article L 1121-1, nul ne doit porter aux droits et libertés des personnes d'atteinte qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Principe de pertinence relayé par des règles spécifiques, notamment l'article L 1222-3 qui pose un principe de pertinence des méthodes et techniques d'évaluation des salariés, plus largement des techniques de contrôle de leur activité. Vous pouvez aussi poser et rappeler les règles sur la protection de la vie privée des salariés, et notamment bien sûr l'article 9 du Code civil et la jurisprudence Nikon, Chambre sociale 2 octobre 2001, mais attention, la première partie de l'arrêt, puisque la suite n'est plus vraiment de droit positif. La Cour de cassation a posé dans cet arrêt une règle, toujours de droit positif celle-ci, à savoir le droit du salarié, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dans l'entreprise. Donc ça, c'est très important, même lorsque les salariés sont dans l'entreprise, pendant leur temps de travail, ils ont droit au respect de leur vie privée. Et puis également, vous pouviez évoquer la jurisprudence qui a aussi posé
des précisions sur ces systèmes de géolocalisation. Alors en particulier, les arrêts concernent des systèmes de géolocalisation qui ont pour finalité de contrôler la durée du travail des salariés. La Cour de cassation, dans des arrêts de 2011 et de 2018, a précisé que l'utilisation d'un tel système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail est licite, mais attention, si ce contrôle ne peut pas être effectué par un autre moyen et si le salarié ne dispose pas de liberté dans l'organisation de son travail. En effet, si le salarié a une liberté dans l'organisation de son travail, il n'est pas possible de mettre en place un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail de ce salarié. Voilà quelques éléments que vous pouviez retrouver dans la majeure. Vous pouviez d'ailleurs la compléter par des règles relatives à la discrimination et à la liberté syndicale, puisque c'est un mot du délégué syndical qui considère qu'il a été espionné. Attention, il y a un principe de liberté syndicale et donc l'employeur ne peut pas porter entrave à cette liberté syndicale. Alors, en l'espèce, si on met de côté cet aspect de droit syndical, eh bien, il fallait se demander s'il y avait une atteinte à la vie privée des salariés. En l'espèce, oui, puisqu'il y a un contrôle, on va dire, intégral des salariés par ce système de géolocalisation. Même pendant donc leur vie professionnelle, les salariés ont droit à leur vie privée. Deuxième point, est-ce que cette atteinte est justifiée au regard de la finalité poursuivie par l'employeur? Eh bien, selon l'employeur, ce système servirait surtout aux clients soucieux de savoir où se trouve leur livreur. Donc, dans ce cas-là, cette finalité paraît licite. Mais attention, si l'employeur en profite pour contrôler en permanence les salariés, voire même pour contrôler leur activité syndicale, bien sûr, là, il y aurait une entrave à l'exercice du droit syndical. Donc l'atteinte doit être justifiée et l'atteinte doit être proportionnée, c'est-à-dire est-ce que ces salariés disposent d'une liberté dans l'organisation de leur travail? Est-ce que ce contrôle de l'activité des salariés ne peut pas être fait par un autre moyen? Donc vous voyez qu'il fallait se poser des questions. On ne sait pas dans cette affaire, me semble-t-il, si ce système de géolocalisation est licite, mais simplement vous voyez qu'il fallait vous poser des questions et alerter l'employeur sur les pistes sur lesquelles les salariés pourraient s'appuyer pour considérer que ce système de géolocalisation n'est pas justifié. Alors, quels sont les enjeux finalement de ces débats sur la licéité de ce système de géolocalisation? Quelles sont les possibles suites de l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation illicite? Eh bien, en fait, il y en a plusieurs. D'abord, le refus des salariés de se connecter à ce système pendant leur temps de travail ne serait pas fautif. Ensuite, le mode de preuve qui serait collecté par l'employeur dans le cadre de ce système de géolocalisation ne serait pas recevable, l'article 9 du Code des procédures civiles. En outre, l'élu, ici on nous dit qu'il veut en tout cas faire une demande à l'employeur, eh bien il peut exercer son droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, article L 2312-59 du Code du travail. Et attention, dans ce cas, l'employeur doit respecter cette procédure et mener une enquête et prendre des dispositions, et notamment ici, eh bien arrêter ce système de géolocalisation. Donc attention à ce droit d'alerte. Et puis enfin, les salariés qui seraient contrôlés ici pourraient demander bien sûr réparation de leurs préjudices et en particulier de l'atteinte à leur vie privée ou encore de l'atteinte à l'exercice de leur liberté syndicale si jamais ce système était utilisé aussi pour contrôler l'activité syndicale des salariés. Donc vous voyez que les enjeux sont pluriels et les solutions ici étaient quand même assez ouvertes. On ne vous orientait pas spécifiquement, me semble-t-il, vers une solution et il faut accepter que les cas pratiques soient assez ouverts. Alors, le deuxième point, le deuxième sujet ici était un petit peu moins ouvert. Il concernait la demande de requalification en contrat de travail formé par un auto-entrepreneur. Alors, nous avons ici 27 auto-entrepreneurs étudiants qui apportent les repas au domicile des clients
en vélo, mais l'un d'entre eux a été blessé en percutant une voiture, nous dit-on, alors qu'il roulait en dehors de son secteur, et il demande la requalification de sa situation de travail en contrat de travail. Alors la question qui se pose est de savoir si le contrat liant un auto-entrepreneur à une société peut être requalifié en contrat de travail, rien de très original. Il faut ici, dans la majeure, rappeler plusieurs points, rappeler la règle d'indisponibilité de la qualification de contrat de travail, logée à l'article 12 du Code de procédure civile. Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. C'est important, cette règle, très générale. Règle générale déclinée en droit du travail par la jurisprudence, plusieurs arrêts, un arrêt Barra en 1983, mais aussi le célèbre arrêt Labanne rendu par la Chambre sociale le 19 décembre 2000. Donc, principe d'indisponibilité, bien sûr, le juge peut requalifier la convention, quelle que soit la dénomination que les parties lui ont donnée. Rappelez aussi la présomption de non-salariat qui concerne les travailleurs indépendants, qui concerne les travailleurs immatriculés sur un registre, L8221-6-1, présomption simple qui peut être renversée par la preuve d'un lien de subordination juridique et plus largement par la preuve des critères du contrat de travail que vous connaissez, je n'en doute pas. 3 critères cumulatifs, une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination. Alors, rappelez toujours les 3 critères du contrat de travail, même si l'un des critères est spécifique au contrat de travail, le lien de subordination, et quand bien même c'est souvent lui qui pose problème, vous ne devez pas oublier les 2 premiers. Alors en l'espèce, il y a bien sûr une prestation de travail qui est rémunérée, mais la question qui se pose, c'est de savoir si cet auto-entrepreneur ici est bien placé dans un lien de subordination à l'égard de la société. Alors, dans la majeure, je vous invite bien sûr à compléter les textes par la jurisprudence, et en particulier sur ce sujet, on ne pouvait pas méconnaître 2 arrêts. L'arrêt Take It Easy, qui précise que dans un système, d'ailleurs où il y avait un système de géolocalisation, la société Take It Easy contrôlait donc l'activité des coursiers, et elle disposait en outre d'un pouvoir de sanction, ce dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle, nous dit la Cour de cassation. Donc dans une situation assez proche finalement, où vous aviez un système de géolocalisation et, je vais revenir sur les faits, un système de sanction, on en déduit un lien de subordination. Et puis bien sûr l'incontournable arrêt Uber du 4 mars 2020, qui a fait l'objet d'un grand nombre de commentaires. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cet arrêt en 2020, l'année de l'épreuve. Les apports de cet arrêt, je vais aller très vite, mais notamment le fait pour le chauffeur de pouvoir choisir ses heures et ses jours de travail n'exclut pas en soi un contrat de travail. Le chauffeur, en outre, avait été intégré dans un service organisé. Vous savez que c'est un indice du lien de subordination depuis l'arrêt Société Générale. Et enfin, tous les éléments du lien de subordination ont été caractérisés puisque cette société Uber exerçait un pouvoir de donner des ordres, de contrôle et de sanction, ce dont il résultait, selon les termes de l'arrêt, un statut de travailleur indépendant fictif. Donc il fallait impérativement rappeler au moins ces 2 arrêts sur des travailleurs de plateforme. Alors dans cette affaire, nous avons un travail, une rémunération. Ici, il faut passer rapidement, mais le dire quand même. Et il fallait discuter du lien de subordination. Alors y avait-il un pouvoir de donner des ordres ? Oui, puisque manifestement, en tout cas, l'employeur demandait même de travailler le soir et le dimanche. Et vous voyez que dans le cas pratique, ça pouvait être reproché à ces auto-entrepreneurs, et donc un pouvoir de donner des ordres, un pouvoir de contrôle puisque manifestement il y a un système de géolocalisation, et un pouvoir de sanction puisqu'on nous dit que les travailleurs qui refusaient de travailler le soir ou le dimanche pouvaient être déconnectés de la plateforme. Autrement dit, nous avons bien les 3 critères du lien de subordination, et même nous pouvons ajouter, comme dans l'arrêt Uber, que ce coursier, auto-entrepreneur entre guillemets, était bien placé dans un service organisé de livraison,
puisque finalement c'était la clientèle de la société et que il était placé dans ce service organisé. En tout cas, tous les éléments pouvaient conduire à considérer qu'il y avait là un contrat de travail. Alors quels sont les enjeux pour conclure de l'identification d'un contrat de travail? En droit du travail d'abord, compétence du Conseil de prud'homme, donc article L 1411-1 qui pourra statuer sur les demandes de ce travailleur puisqu'il est donc salarié à l'égard de cette société, le restaurant chez soi. Ensuite, eh bien, le salarié a le droit à réclamer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, L 8223-1, qui se cumule avec les autres indemnités, notamment de licenciement. Et puis, bien sûr, il peut réclamer l'application de toutes les règles du droit du travail, et notamment eh bien, les règles sur l'obligation de sécurité de l'employeur, le droit du licenciement, puisque eh bien, il pourra invoquer le fait que son contrat a été rompu du fait de l'employeur sans respecter la procédure de licenciement et donc demander des indemnités de licenciement sans cause, et même des indemnités pour licenciement nul parce qu'il aurait été victime d'un accident du travail. Alors, justement, il y a une autre conséquence, me semble-t-il, que vous pouviez évoquer assez rapidement, mais quand même, nous avons ici donc un salarié qui a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il effectuait une livraison. Il faut aller donc discuter de la qualification de cet accident, me semble-t-il, du point de vue du droit de la sécurité sociale, et du droit du travail aussi d'ailleurs. C'est un accident survenu à l'occasion du travail ici, pendant qu'il effectuait une livraison. Donc c'est bien, sans conteste ici, un accident du travail, et on pouvait s'interroger sur l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur, puisque le salarié, vous le savez, peut saisir la juridiction de sécurité sociale, alors aujourd'hui c'est le tribunal judiciaire, pour obtenir des indemnités particulières en cas de faute inexcusable, article L 452-1 du Code de la sécurité sociale. Donc ces éléments pouvaient être évoqués. Le salarié a droit à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Donc par exemple, si nous apprenons que le cycliste a été blessé parce que on lui avait demandé une livraison dans des délais extrêmement courts qui l'ont conduit à ne pas respecter le code de la route, eh bien l'employeur avait bien conscience du danger et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ou encore si le salarié avait conduit son vélo sans casque, par exemple, fourni par l'employeur. Vous voyez, quelques éléments d'appréciation de la faute inexcusable, même si ici nous n'avions pas grand-chose. Alors, nous avons bien un accident du travail, à l'occasion du travail, donc, nous avons bien probablement ici des prestations en nature qui ont été indemnisées, en tout cas prises en charge, soins, hospitalisation, frais de transport, et des prestations en espèces qui doivent être données aux salariés, un revenu de remplacement, des indemnités journalières, et puis également le salarié, en cas de faute inexcusable, doit demander réparation de tous les autres préjudices, notamment donc si il a un préjudice, je ne sais pas, d'agrément, désormais il ne peut plus jouer au foot alors que c'est un joueur assez confirmé, etc., etc. Et puis enfin, il pourra potentiellement demander aussi la nullité de son licenciement si jamais on démontre que le contrat a été rompu alors que ce salarié, en réalité, était victime d'un accident du travail. Donc vous voyez que les enjeux pouvaient déborder du strict champ du droit du travail parce que ici, nous sommes en présence d'un travailleur qui avait été blessé à l'occasion de son travail. Donc c'était peut-être un petit appel du pied vers le terrain du droit de la sécurité sociale, des accidents du travail et en particulier de la faute inexcusable. Une deuxième question, notée sur 6 points, concernait l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise et en particulier la question de la régularité des listes de candidatures qui ont été présentées par un syndicat aux élections du CSE. Alors dans cette affaire,
nous apprenons que l'employeur doit organiser des élections en novembre 2020 et que dans le collège électoral des ouvriers et des employés, il y a 2 sièges à pourvoir au titre des titulaires, avec un électorat composé de 82% de femmes et 18% d'hommes. Un syndicat X présente 2 hommes, donc vous savez qu'il faut présenter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, donc il présente 2 hommes, faute d'avoir une candidate. Alors la question qui se pose est de savoir, lorsque 2 sièges sont à pourvoir et qu'un syndicat ne peut présenter de candidat de l'un des 2 sexes, peut-il présenter 2 candidats d'un même sexe? Eh bien, il fallait rappeler la règle de mixité proportionnelle, qui n'est pas une stricte règle d'égalité, mais bien de proportionnalité, logée à l'article L 2314-30. Pour chaque collège électoral, donc là nous avons bien un collège, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, femme, homme, jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des sexes, il est procédé à l'arrondi supérieur, l'arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, et l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. Alors, je vais revenir sur l'application de cette règle, mais elle a été précisée par la Cour de cassation qui nous a dit que c'est une règle d'ordre public, 11 décembre 2019, et qui peut être invoquée de manière préventive avant le déroulement des élections. Les juges du fond qui déclareraient une liste de candidats irrégulière peuvent même reporter la date des élections selon un arrêt du même jour du 11 décembre 2019. En outre, et ça c'était très important, si 2 sièges selon la Cour de cassation sont à pourvoir et que la règle de calcul parvient à une décimale supérieure ou égale à 5, la liste doit alors nécessairement comporter une femme et un homme. Autrement dit, au lieu de procéder à l'arrondi supérieur et d'avoir par exemple 2 hommes ou 2 femmes, eh bien on va considérer qu'il y aura un homme et une femme. Donc on préfère un homme et une femme plutôt que d'avoir une liste avec soit 2 hommes mais pas de femmes, ou soit 2 femmes mais pas d'hommes. Enfin, un autre arrêt du 27 mai 2020 précise que le refus de l'employeur d'enregistrer une liste ne doit pas être constitutif d'un abus. Alors, dans notre affaire, nous apprenons, comme je vous l'ai dit, que le syndicat X a présenté 2 candidats, mais qui sont ici 2 hommes, faute d'avoir trouvé une femme et un homme. Alors, l'employeur, lui, refuse d'enregistrer cette candidature. Il vous demande de le conseiller sur la régularité de cette liste de candidatures et de lui indiquer s'il est en droit donc de refuser de les enregistrer. Alors, en l'espèce, nous avons le calcul suivant du nombre de candidats de chaque sexe. Nous avons 82% de femmes et nous avons 2 sièges. Donc 82% de 2, ça fait 1,64. Et nous avons 18% d'hommes, 18% de 2, eh bien 18% de 100, ça fait 18, donc 18% de 200, eh bien ça fait 36, et donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de calculatrice, donc 18% de 2, ça fait 0,36, d'accord? Donc, si on procédait à la règle de l'arrondi, eh bien vous voyez que l'arrondi supérieur, la liste devrait comporter 2 femmes, puisque 1,6, eh bien on arrondit à 2. Donc on aurait dû aboutir à 2 candidates femmes et 0 candidat homme si on applique strictement la loi, mais on a dit que la jurisprudence nous dit, dans ce cas-là, il faut rétablir l'égalité, un homme candidat et une femme candidate. Voilà, donc il fallait simplement bien préciser ici que l'employeur était en mesure de refuser d'enregistrer cette candidature, puisqu'il y avait tout simplement une liste de candidats présentée par ce syndicat qui ne respectait pas la règle de mixité proportionnelle. Voilà quelques éléments, mais vous l'avez vu, assez rapides de correction, mais qui vous donnent un aperçu du sujet, de la teneur du sujet de 2020,
qui était un sujet qui était, vous voyez, assez ouvert, avec la première question sur le système de géolocalisation, qui était quand même, vous voyez, assez vaste, où on vous demande finalement de savoir si ces salariés peuvent refuser de se connecter à ce système. Un autre sujet vraiment dans l'actualité des travailleurs, vous le savez, de plateforme, donc l'arrêt Uber et l'arrêt Take It Easy étaient éminemment attendus. Et puis un sujet un peu plus technique de relations collectives de travail, mais il y avait eu des arrêts du 11 décembre 2019 pour cette épreuve de 2020. Donc vous voyez que c'était là aussi une question quand même en lien avec l'actualité. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne préparation pour votre épreuve du CRFPA. À très bientôt, merci.